Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Donc, quand on parle numismatique, là, c'est comme dans notre histoire d'Haïti, on parle très peu des femmes, on cite les noms, sans savoir qui elles sont. Chers amis internautes, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver après ces vacances. De quoi allons-nous débattre aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme, une Haïtienne qui a une formation extraordinaire. Suivez bien son parcours. Et cette femme va nous parler d'une autre femme qui a été épouse d'un roi en Haïti. Mettez un pouce levé si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous. Je vous rappelle en passant que la page Facebook Moi c'est votre page. Si vous avez besoin d'un artiste, d'un artisan, une artisane, n'hésitez pas à lui écrire sur la page Moi c'est. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. À tout à l'heure avec notre invité. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi c'est Berman Fleury. Donc ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Faut me dire que proverbes nous choisi à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans et son sélection de proverbes. Donc sélection proverbes ça, livre bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Bonsoir Florence. D'abord, je dois te remercier, je te tutoie, hein, on est au Québec, te remercier pour cette invitation. Hein. Tu me donnes l'occasion de parler de Marie-Louise qui m'a habité et qui m'habite encore. Donc, moi c'est, alors mon nom est Marie-Louise Sylvendris, et tout le monde est Marie-Lou. On m'appelle généralement Marie-Lou. Les gens me connaissent sous le nom de Marie-Lou. Avant de commencer l'entrevue, je vais te donner le proverbe de notre ami Berman Fleury. Oh non, pas Berman. Oh oui, Berman, qui est fidèle à l'émission Moi c'est. C'était mon ami aussi. Enfin, je veux dire, c'est bon, c'est une bonne connaissance maintenant. Oui. Rien pas séché puis vite pas séché. Rien pas séché puis vite pas séché. Et voilà, tu as entendu le proverbe, rien pas séché puis vite pas séché. Rien pas séché puis vite pas séché. Nous reviendrons au proverbe à la fin de l'émission. Nous sommes avec Marie-Lucie Vendris. Elle va se présenter à nous davantage et nous parler de son étonnant parcours. Donc, je suis née en Haïti, ça fait longtemps. Donc, je fais partie des baby boomers, comme on dit. Et j'ai émigré il y a une cinquantaine d'années au Québec. Malgré mes infidélités, là, ça fait à peu près une cinquantaine d'années que je réside ici. J'ai fait des études, mon cégep, et mon cursus universitaire ici et en France.
Donc, un premier cursus universitaire en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal, un autre, une maîtrise de muséologie. C'était un programme conjoint de l'Université du Québec à Montréal et de l'Université de Montréal. Puis j'ai entrepris des études doctorales, toujours en muséologie. Donc ça, c'était un programme conjoint de l'Université du Québec à Montréal et de l'Université de Bourgogne, l'Université de Bourgogne à Dijon. Je ne porte pas le titre PhD, là, tout simplement parce que je n'ai pas rédigé ma thèse. Donc, j'ai fait ma recherche. À certains moments, j'ai des contraintes pratiques, économiques, etc. Donc, la recherche est restée pendante et la thèse n'a jamais été rédigée. Donc, voilà mon parcours académique. Disons que ça a été beaucoup plus difficile pratiquer ici au Québec ce que j'avais étudié au Québec. Pour des raisons que tout le monde peut comprendre. À l'époque, c'était vraiment fermé. Même si j'avais tous les codes académiques d'ici, je ne pouvais pas vraiment m'intégrer dans une institution artistique ou culturelle d'ici. Alors, j'ai commencé à regarder ailleurs, et particulièrement en Haïti, où bizarrement, ce que j'avais étudié n'était pas vraiment enseigné là-bas. Donc, je venais de deux sociétés complètement différentes. Une ici où on n'avait pas besoin de moi, et une autre là-bas où mes connaissances pouvaient vraiment servir. Donc, j'ai commencé à faire des allers-retours pour des contrats, et puis des contrats plus longs, et puis des contrats moins longs, et puis jusqu'à ce qu'en 2004, je plie bagage à la suite d'une offre qu'on m'avait faite, que je trouvais intéressante, mais en même temps, c'est comme un piège, comme on dit là. C'était un cadeau empoisonné, mais qui a facilité une espèce de retour. C'était comme un pont. Donc, je ne suis pas restée dans le boulot qui m'avait amené en Haïti, mais j'en ai profité pour enseigner. Je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai faite, c'est d'inscrire. Ça, c'est vraiment inscrire le domaine du patrimoine mobilier, donc la muséologie, dans un cursus universitaire à l'Université d'État d'Haïti au niveau de la maîtrise. Donc, c'est un programme global qui s'appelait Histoire, qui s'appelle encore d'ailleurs Histoire, Mémoire et Patrimoine. Donc, j'ai pu convaincre les responsables, le vice-recteur académique de l'Université d'État d'Haïti et celui qui est responsable du grand programme Histoire, Mémoire et Patrimoine, d'inscrire le patrimoine mobilier dans ce cursus-là, et ça a marché, et ça marche encore. Donc, je n'ai pas perdu mon temps, et je crois qu'il y a des étudiants qui peuvent le reconnaître, tout simplement. Et ce programme-là, maintenant, depuis quelque temps, fait l'objet d'une collaboration étroite avec l'Université Laval de Québec. Maintenant, l'Université Laval offre des bourses d'études, des bourses de doctorat à ces étudiants-là. Disons plus méritants, mais oui, parce qu'ils le méritent tous de toute façon. Et donc, j'ai plusieurs de mes anciens étudiants qui sont maintenant des PhD, qui occupent des fonctions ou qui font de la recherche. C'est déjà intéressant et c'est comme une petite satisfaction pour moi. Donc voilà. Donc, histoire, mémoire et patrimoine. Oui. Ça veut dire qu'on travaille surtout sur le patrimoine de façon à écrire, à effectuer des recherches et à écrire peut-être des documents pour que nous ayons la trace de notre patrimoine. C'est bien ça? Oui, alors, c'est qu'il y a le rapport entre l'histoire et le patrimoine, la mémoire et l'histoire et le patrimoine. Donc, c'est le rapport entre ces trois grands thèmes, je devrais dire. Et moi, comme mon domaine particulier, c'est le patrimoine mobilier, donc le patrimoine d'objets. Il y avait aussi une section de patrimoine
bâti une section de patrimoine, enfin un professeur qui s'occupait de ça, et puis le patrimoine immatériel, tout ce qui concerne par exemple les gestes reproduits, les pratiques, les savoir-faire, la danse, etc., fait partie de l'immatériel. Et si vous allez sur le site de l'Université Laval, ils ont justement compilé une série de recherches que les étudiants ont faites sur différents domaines, rares, etc., des articles intéressants, mais aussi des petits films, des explications très claires. Donc, c'est intéressant. Oui. Marie-Lucie, tu as été conceptrice et co-conceptrice de projets et programmes muséographiques, oui, comme par exemple Musée haïtien de la mer, Musée de l'imprimerie, Musée de l'esclavage, Salon de la Révolution, etc. Paul, est-ce que ces projets ont pris vie? Non, malheureusement, je dois dire non. Je crois que j'ai travaillé vraiment sur 6 ou 7 projets de musées. C'était ça l'offre qu'on me faisait. D'abord, construire un projet culturel à l'intérieur duquel on intègre un programme muséographique. Donc, celui qui a presque abouti, le seul, c'était le musée numismatique, ou les musées numismatiques, parce qu'on devait en avoir un au Cap, qui partait de la période d'échange des Taïnos, et qui devait fermer, si on veut, conclure, jusqu'à 1820, justement, cette fameuse pièce frappée, enfin, une des dernières, ou c'est pas la dernière, là, en 1820, sous Christophe. Donc, le programme, le parcours muséographique se terminait en 1820. Donc, quand je parle de parcours muséographique, je ne sais pas si le terme est trop... non, il n'est pas... On peut le comprendre facilement. Quand on rentre dans un musée, c'est comme lire une histoire. D'accord? Il y a un propos qui est mis en exposition et puis il y a des objets ou des documents historiques qui illustrent, parce qu'on essaie dans l'histoire, qui illustrent le propos. Donc on commence, il y a une introduction, il y a un parcours donc, qui est le développement du sujet, et puis il y a la fin. Donc comment on conclut cette exposition? Parce qu'on peut attribuer à un objet du patrimoine différentes significations. Moi, j'avais commencé ma thèse sur les objets sacrés, parce que c'était le sacré qui m'intéressait beaucoup. Comment peut-on faire dire à un objet sacré qu'on désacralise avant de le mettre dans un espace non sacré, qui n'est pas l'Église? Quel discours on peut tenir sur ce type d'objet? Il y a différentes façons de le présenter, différentes approches, différentes propositions qu'on fait aux visiteurs. Donc c'était un peu ça que je faisais quand je faisais mes projets culturels. Par exemple, si je prends, je ne sais pas moi, un calice, parce que ma recherche s'était déroulée surtout en France, où on structurait à l'époque un réseau de musées d'art sacré. Donc, la deuxième partie qui a justifié le fait que je n'ai pas rédigé la thèse, c'est que je voulais faire une partie comparative avec des objets du vaudou haïtien. Et quand je suis arrivé là-bas, je n'ai pas trouvé de lieux qui n'étaient pas des lieux de culte. Je n'ai pas trouvé de musée, donc un lieu non cultuel, où on exposait ces objets-là, où tout le monde pouvait venir les voir, où on pouvait leur faire tenir un discours qui n'est pas celui du rite comme tel. En tout cas, donc c'était ça. On peut donner à l'objet une signification ethnographique, artistique. J'ai même visité un musée qui désacralisait le sacré. Donc, c'est des propositions. Il y avait aussi la notion du trésor de cathédrale, par exemple. C'était ça, pour moi, la muséologie. C'est la base de la muséologie, la base des
propositions que je faisais quand je préparais mes programmes muséographiques. Quand j'ai travaillé sur le programme muséographique du musée, des musées numismatiques, le responsable du projet, parce que moi je n'étais pas responsable du projet, j'étais la muséologue qui jouait le rôle de muséographe sur papier. Donc, quand j'ai travaillé sur ce projet, le responsable du projet, ainsi que le gouverneur et le staff de la Banque centrale, c'était pour la Banque de la République d'Haïti, voulaient une approche historique, c'est-à-dire l'histoire de la monnaie collée à l'histoire des gouvernements et des gouvernants. Donc, quand je suis arrivée, par exemple, à la fin du parcours muséographique du musée du Cap, pour moi, c'était la mort de la monarchie, l'extinction de la monarchie, une noblesse qui disparaissait, et en même temps, une famille où il n'y avait pas, où la progéniture ne laissait pas de traces comme telles, que de traces malheureuses, l'assassinat et l'exil. Donc j'ai été extrêmement frappée par le sort de cette femme que je voulais mettre à la fin de l'exposition dans une petite vitrine ronde, je me rappelle bien, que j'avais proposée, où il y aurait cette femme qui avait été une reine, enfin femme de chef d'abord, puis reine, et qui avait été vraiment adulée, adorée, etc. Donc j'ai dit, voilà une occasion, enfin, dans le domaine numismatique, de parler d'une femme. Alors il y avait cette espèce de sororité qui me montait, qui m'attirait aussi, parce qu'il n'y a pas de femmes. Donc quand on parle numismatique, là, c'est comme dans notre histoire d'Haïti, on parle très peu des femmes, on cite les noms, sans savoir qui elles sont, quel rôle elles ont joué. Donc je me suis dit, voilà, je vais la mettre en scène, et j'ai commencé à lire ce qui avait été publié, non particulièrement Vergniaud Lecomte, je dois le citer, et Marceau Louis, dans les années 50, au début des années 50, en 1951, a écrit près d'une centaine de pages sur la vie de la reine. À part ça, c'était des petits paragraphes, et puis des jugements, et puis on l'associait toujours évidemment au roi. Donc quand on parlait du roi, on citait le nom de Marie-Louise, et puis c'était une bonne femme, et puis... Donc voilà, c'est ça, l'intérêt de... On va parler de Marie-Louise davantage tout à l'heure. Oui. Restons un petit peu au niveau des musées. Tu as été directrice générale du musée du Panthéon national haïtien. Oui. Et tu as organisé une exposition Haïti à Haïti. Qu'est-ce que c'était exactement? Voilà. Je suis rentrée dans un contexte de bouleversement politique. Quand on m'a appelé pour m'offrir le poste, je ne connaissais pas les gens. C'était des gens d'un mouvement qui, je crois, s'appelait 104, quelque chose comme ça, je ne sais plus. En tout cas, j'ai réfléchi avant d'accepter. Et évidemment, les copines, et surtout les copines qui étaient restées en Haïti, et la famille aussi, en parenthèse, on a toujours cette espèce de culpabilité qu'on traîne après nous du fait qu'on soit à l'extérieur et puis qu'on critique. On peut faire des manifestations, on peut réclamer des choses, mais on n'est pas sur place. C'est-à-dire que nous ne vivons pas au quotidien la misère des gens, la répression des gens, en tout cas, tout ce qui est malheureux là-bas. Donc, quand j'ai appelé ces copines et ces gens de la famille là-bas, ils m'ont un peu culpabilisé, ou encore plus culpabilisé pour me dire « Ah oui, tu es toujours à l'extérieur, tu critiques tout le temps, tu as toujours une opinion, disons, négative, je ne sais pas. Pourquoi tu ne viens pas sur place voir ?» Alors, j'ai dit oui, j'ai accepté. Je suis rentrée avec une petite valise. Et quand je suis rentrée, Aristide venait de partir. Et le nouveau groupe dont j'ai parlé tout à l'heure avait pris la place, et c'était un autre gouvernement qui dirigeait le pays. Donc, je suis rentrée au début du mois de juin
J'ai commencé à travailler au début du mois de juin dans le cadre d'une transition. Donc, j'ai repris un projet que nous avions ici au Québec de commémoration des 200 ans de cette indépendance. 200 ans, oui. En tout cas, bon. J'ai repris le concept avec l'accord du responsable de ce projet que nous avions ici. Je l'ai amélioré, je l'ai développé et je me suis dit, 2004 ne devrait peut-être pas se terminer de manière morose comme on l'a commencé. Et avec l'équipe, avec un designer qui n'était pas employé du MUPANA, mais avec les membres, les employés du MUPANA, j'ai fait cette proposition qui a été acceptée et nous avons travaillé de manière, comment on dit ça, en collaboration, hein, pour monter l'exposition avant la fin de 2004. Donc l'exposition a été achevée, hein, on a travaillé fort, à la mi-octobre 2004. Cela veut dire que ce n'est pas dans un contexte de répression politique que cette exposition avait été montée. Bon, là, on peut discuter là-dessus longtemps, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Il y avait à ce moment-là déjà un projet de musée de l'indépendance qui était presque achevé. Ce musée de l'indépendance le local avait été restauré selon les règles de l'art. Quand je dis les règles de l'art, c'est que les espaces d'exposition avaient été rénovés pour recevoir des objets, hein, par exemple, documents historiques, objets en métal, et cet espace devait répondre à des conditions de conservation préventive. Par exemple, on ne peut pas exposer le papier, hein, si on prend la lettre de Marie-Louise de 1851 ou 41 par exemple, à Boyer, on ne peut pas la mettre dans une vitrine où rentre la lumière et le soleil. Après 1 an au moins, on perd la lettre. C'est la même chose pour les objets en métal, on ne peut pas les mettre dans un milieu humide. Donc, il y a des conditions de conservation préventive qu'il faut respecter. Et le musée avait été restauré par des Français, hein. Il y avait un beau projet, il y avait un programme muséographique, il y avait un jardin médicinal dans la cour, etc., mais ne s'est jamais réalisé. Et cet édifice-là est devenu le ministère de la Culture quand je suis rentrée, moi. On n'avait plus de projet pour commémorer 2004. Donc, l'exposition s'est montée dans un contexte très, très, très difficile, parce qu'à cette époque-là, déjà, il n'y avait pas, les gens n'arrivaient pas plus bas que l'avenue Magloire-Amboise. C'est-à-dire, arriver au Champ de Mars, c'était une gageure. C'est-à-dire que mes employés, quand ils rentraient, là, des fois, ils sortaient le dos bas, hein, du musée, de leur travail. Et pour rentrer, des fois, c'était extrêmement difficile. Bon, moi, j'y étais chaque jour. Et il fallait prendre des précautions, évidemment, parce qu'il y avait des gens qui rentraient dans la cour pour tirer sur le Bel Air. En tout cas, bon. On a sorti un catalogue d'exposition avec des historiens et des gens qui nous avaient prêté des objets. Parce qu'on avait des objets qui avaient été... j'avais sollicité, par exemple, le petit séminaire Collège Saint-Martial qui m'a passé des documents historiques et qu'on a pu exposer, et des collectionneurs privés. Bon, c'est pas la peine de dire leur nom, mais c'était quand même une exposition bien montée, puis le travail de l'équipe était bien. Le catalogue d'exposition qui prend le nom de l'exposition, d'Haïti à Haïti, la liberté conquise. Le catalogue est sorti avec une subvention de la Focale. Là, je le dis clairement, ok. Deschamps a imprimé ce catalogue pour nous, on l'a édité, et puis je pense qu'on a fait 100 exemplaires, quelque chose comme ça, qu'on a donné en cadeau à certaines personnes, et les autres ont été vendus, je ne sais pas s'il y en a encore. Donc c'est ça. Le concept de l'exposition
a été repris, je crois peut-être 1 an ou 2 ans après, par les Français de Nantes qui ont encore une association et qui ont adapté ce qui avait été fait par l'équipe du MUPANA, ils l'ont adapté et ils en ont fait une exposition itinérante avec un catalogue, parce qu'ils avaient augmenté évidemment la présentation avec des objets qu'ils avaient eux-mêmes et qu'ils ont trouvés en France, donc des documents historiques, tout ça. Donc ils ont refait aussi le catalogue avec leurs objets et nos objets qu'ils avaient pu avoir. Donc l'exposition était une exposition itinérante. Je l'ai vue au Moule. Le Moule, c'est en Guadeloupe, au moment de l'itinérance. Donc, il est allé dans plusieurs villes de France, etc., etc. Donc, il y a des gens qui confondent cette exposition-là avec la première qui a été montée au MUPANA, dont les Français ont repris le concept, parce que eux, ce qu'ils disaient, c'était que voilà une exposition conçue, montée par nous. C'était pas d'anciens colons. On parle beaucoup de décolonisation aujourd'hui, donc c'était un point de vue de nos historiens assez sérieux. Donc je ne vais pas citer les noms, là vous pourrez voir le catalogue, vous référez les noms de chercheurs, d'historiens. Moi j'ai un article dedans sur la période Taïno et de gens qui connaissent l'histoire, notre histoire et qui ont pu en parler. Donc voilà. Eh bien, en plus de ton poste au Musée du Panthéon National, tu as fait partie de plusieurs associations. Oui. Parmi lesquelles Fondation Culture Création. Oui. Et membre fondatrice de Muséophile Haïti. Oui. C'est quoi exactement le Muséophile Haïti? Bon, je vais, avant de répondre directement à ta question, je dois dire que je ne suis pas restée au MUPANA. J'ai passé 16 mois au MUPANA et j'ai démissionné. D'accord. Le contexte pour moi était très difficile. Je peux dire tout simplement que je me considérais comme une technocrate. C'est bien que ce soit un mot que j'aime pas beaucoup, mais en dehors de ces tractations politiques, etc., etc. Donc, en se considérant comme une technocrate dans un domaine comme celui-là et dans un poste comme celui-là, c'était comme un anachronisme. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Parce qu'on s'attend, puisqu'on est nommé par le président de la République, on s'attend à ce que la personne responsable, la personne nommée par le président de la République, fasse partie de toutes les activités décidées par le président de la République et des ministres, etc. Bon. Moi, je ne pouvais pas jouer ce jeu-là. Alors, j'ai démissionné. Mais j'avais plein d'autres choses à faire. Et particulièrement, j'avais déjà en 1999, au moment où je faisais mes allers-retours en France pour le doctorat, j'avais mis en place, avec des camarades bien sûr, une association, une organisation qui s'appelait Fragments et Traces d'Haïti et qui devait s'occuper de justement proposer des programmes muséographiques, des projets culturels de musée et surtout faire de la formation avec les gens, les jeunes qui sont intéressés au domaine. Là, Fragments et Traces avait déjà commencé à travailler sur certains projets de musée dont nous étions responsables. Enfin, on nous donnait un mandat, vous travaillez sur tel projet. Mais on faisait surtout du bénévolat parce que ce que les gens nous disaient, c'est que vous montez le projet et avec ce que vous allez nous préparer, nous allons chercher de l'argent. Bon, ça c'est un processus très très difficile pour les concepteurs, pour les responsables, pour tout le monde. Et on s'est surtout retrouvé sans argent. Donc je ne veux pas juger non plus parce que je connais le contexte qui est extrêmement difficile.
les fragments et traces, et moi et mes camarades, mes collaborateurs et collaboratrices, nous avions travaillé sur plusieurs de ces projets-là dont tu as parlé, Florence. Après, quand je suis rentrée pour remplir cette fonction de directrice générale, et évidemment, j'ai laissé cette association à un groupe qui me l'a demandé, mais qui n'en a rien fait. Donc, ça crée un malaise un peu chez moi. Je ne veux pas non plus en parler trop, bon, c'est interne. Mais en Haïti, j'ai pu, après 2010, parce qu'il y a un contexte avant 2010 et après 2010. Avant 2010, où j'ai travaillé sur des projets de musées qui n'ont jamais abouti. Et après 2010, où le tremblement de terre nous a forcés à redéfinir notre présence, ma présence dans ce lieu, mon rôle dans ce lieu. Donc, je suis restée, j'ai vécu le tremblement de terre là-bas, je suis restée et avec un groupe, on a fait des pressions, enfin ceux qui avaient du pouvoir, qui pouvaient faire des pressions, ou bien échanger avec des groupes internationaux, par exemple le Bouclier Bleu, etc., qui s'occupent justement des catastrophes naturelles et de leurs conséquences sur les objets de musée, sur les musées, évidemment, le patrimoine mobilier. Et donc, moi, je me suis inscrite dans cette mouvance et je me suis retrouvée en août 2010 dans un projet qui s'appelle un projet de sauvetage de biens culturels au Centre de sauvetage de biens culturels, CSBC, supporté et financé surtout par la Smithsonian. Donc moi, j'ai été responsable, avec une équipe qu'on avait formée déjà, de la collection d'œuvres d'art, surtout d'œuvres d'art, œuvres d'art, pas sculpture, du centre d'art. Donc on a pu récupérer, sortir des décombres, des tableaux et des tableaux. Il y en avait qui étaient suspendus dans les airs. Évidemment, il y avait un premier tri qui avait été fait d'urgence tout de suite après le tremblement de terre par des gens qui faisaient partie du centre d'art, qui étaient employés du centre d'art et qui avaient un rapport particulier avec cette institution-là. Donc, ils ont pu avoir des conteneurs, ces gens-là ont pu avoir des conteneurs qui étaient placés devant le centre d'art et dans lesquels ils avaient mis les premières œuvres qu'ils avaient pu récupérer. Et moi, quand je suis arrivée, on est retourné sur le site, on a pu récupérer dans les décombres des œuvres qui étaient abîmées, etc., qu'on pouvait restaurer. On a complété ce qui était déjà dans le conteneur et ces conteneurs-là se sont retrouvés dans la cour du CSBC. On a sorti les œuvres une par une du conteneur. On avait un gros conteneur. On les a nettoyés, inventoriés, etc., etc. Et c'est ce qui a permis de la restitution, j'emploie ce fameux mot, la restitution des œuvres du Centre d'art au conseil d'administration du Centre d'art, qui maintenant fonctionne extraordinairement bien. En tout cas, donc ça, c'était un premier projet que j'avais achevé avec l'équipe du CSBC. J'avais commencé à travailler sur un deuxième projet, toujours au CSBC, avec une autre équipe qu'on avait formée aussi, sur une collection privée, une collection d'objets ethnographiques extraordinaires, que je voyais pour la première fois de ma vie. Donc, on a fait à peu près le même travail, mais avec des objets différents. Et des objets vaudous, des objets issus des rites vaudous. Donc, on a nettoyé, inventorié, remis sur les étagères, protégé, etc., etc. Et c'est à la fin de ce travail-là que j'ai dû ramasser mes clics et mes claques de manière inattendue, impromptue, et revenir ici. Donc, voilà. Entre-temps, avant de laisser ce deuxième projet de manière inattendue, j'avais eu une petite rencontre avec cette équipe-là pour leur dire, écoutez, vous êtes à peu près les seuls à savoir faire ce travail ici, là, à Port-au-Prince. Je parle de jeunes Haïtiens, pas des gens qui ont
des camarades, je devrais dire, qui arrivent de l'étranger, parce que bon, il y avait une bonne collaboration avec des spécialistes qui venaient d'ici ou d'Europe, en tout cas. Donc, je leur ai dit, vous pouvez reprendre le concept de fragment en trace sous une autre forme, parce que vous êtes les seuls à savoir faire ce travail, donc vous pouvez offrir vos compétences, oui, à des organismes qui en ont besoin. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait Muséophile. Et ils étaient d'accord, et moi je suis partie, je leur ai laissé le travail, disons, de réflexion sur Muséophile. Donc, eux, ils ont continué avec, et malheureusement, le contexte s'est détérioré, et puis ils se sont retrouvés, ils se retrouvent encore, parce que l'organisation existe encore, mais ils se retrouvent sans travail. Donc voilà, c'est ça, Muséophile. C'était vraiment reprendre le travail de soins, exposition, etc., du patrimoine mobilier. On va faire une petite pause parce qu'on est déjà à la fin de la première partie. Oui. Et puis, on revient et tu vas nous parler de Marie-Louise. Okay. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye. L'artiste peintre Florence Augustin et ses amis Maggie Condé, Pierre-Richard Delcy, Dominique Domersan, Doriste Jean-Baptiste, Cathy Castra-Laguerre, La Rochelle, Réginald Noisette ont l'honneur de vous inviter à leur exposition L'arôme de ma terre, qui aura lieu à la galerie Le Locard, au 5765 boulevard Gouin-Ouest, Montréal, Québec, H4J1E2. Vendredi 6 septembre de 17h à 20h, samedi 7 septembre de 14h à 19h, dimanche 8 septembre de 11h à 17h. Bien plus qu'une simple fragrance, l'arôme de ma terre est une part de leur identité, un rappel constant de leurs racines et du pays d'où ils viennent, Haïti. Ils comptent sur votre aimable présence. Chers amis internautes, nous sommes à la deuxième partie de l'émission. Nous sommes avec Marie-Lucie Vendris, auteure du livre Marie-Louise, veuve Henri Christophe. Nous allons nous plonger dans cette belle histoire. Marie-Louise, tu nous as beaucoup parlé de... Tu vois, je t'appelle Marie-Louise et pour cause. C'est pas la seule. Les internautes vont comprendre pourquoi tout à l'heure. Marie-Lucie, tu nous as parlé de ta formation en tant que muséologue. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire où tu as étudié l'écriture? Comment écrire? Où est-ce que tu as appris ça? J'ai pas appris ça. En fait, oui et non. C'est-à-dire que je vais dire quelque chose de très personnel et puis, bon, avec un peu de réticence. Ma mère était enseignante et directrice d'école. Et elle nous faisait travailler le français. C'était notre cauchemar à l'époque. Et donc, il y a ce rapport au français qui a été développé chez nous, dans mon éducation et dans la manière dont j'ai été élevée par ma mère surtout, qui était une francophile. Hein. Et ça avait fait beaucoup de discussions entre elle et moi, et entre nous, en fait, ses enfants, et elle, mais elle tenait mordicus au français. Donc ça, c'est un premier rapport. Donc, j'ai commencé à lire très tôt, et tous mes livres, Martine, tout ce qu'on peut savoir là que les enfants lisent, c'était en français. Et j'étais dans un milieu où ma mère, des fois, nous exigeait de parler français. Bon. Ça, c'est une première influence, je veux dire. À l'adolescence et au début de mon âge adulte, là, j'ai rejeté. J'ai rejeté en partie, parce que de toute façon, moi, j'étais ici, et
tout fonctionnait en français. Donc, je n'avais pas le choix. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris le créole. Je ne savais pas l'écrire ni le lire. Donc, j'ai essayé de contrebalancer avec ça. Bon, le français, pour moi, je considère que j'ai deux langues maternelles. Moi, je le dis sans honte, sans... Oui. C'est le contexte qui me force à le dire. Français et créole. Évidemment, à cause de, à l'époque, nous allions à l'école et tout se faisait en français. Interdiction totale de parler créole dans la cour de l'école. Je me rappelle. Même à la maison. À la maison, qui est-ce qui parle créole? Créole, c'est vous parler avec bonne, et puis... Oui, des gens qui n'étaient pas cultivés. Alors, tu peux traduire pour moi. Tu vois, mais c'était impensable. C'est-à-dire, moi, en tant qu'adulte, je dis, c'est pas possible. Bon. Maintenant, je vais dans des écoles publiques en Haïti. C'est-à-dire, toutes les collègues de ma mère, qui sont les directrices d'école, les préfètes de discipline, et qui nous dirigent comme ça, là, toujours en français. Interdiction de dire un mot créole dans la cour, excepté à voix basse, là, pour que la directrice, mademoiselle Étienne, d'une sévérité incroyable, hein, ne nous punisse pas. Et à Caroline Chauveau, mademoiselle Guerrier était pire. Mon Dieu, ça, c'était des collègues de ma mère. Donc, moi, j'ai fait mon cursus dans ces écoles publiques-là. Donc, tout, rédaction, dictée, tout le bagage ça en français. Donc, il y avait déjà cette facilité, hein, à s'exprimer en français. Ça a été la même chose pour mes frères, pour mes autres sœurs, etc., etc. Et j'ai toujours cultivé un goût de l'écriture parce que plus je lisais adolescente, plus je lisais des romans français, puisque c'était tous. Je lisais Zola, j'adorais Colette. Donc, j'ai commencé à écrire, mais sous une forme épistolaire, parce que j'échangeais beaucoup avec des amis, en français. Donc, ça a toujours été le français, ma langue d'écriture. Là, je pratique un petit peu, je pratique beaucoup plus le créole, mais pas de manière littéraire. C'est-à-dire, dans ma correspondance avec des amis, maintenant, je peux, et j'essaye vraiment fortement, et j'arrive à écrire le créole de manière respectable. Donc voilà, mon rapport avec le français a fait que j'écris en français. Donc, comme j'aime écrire, et j'ai toujours aimé écrire, j'écrivais. Donc, quand j'ai commencé à faire mes projets d'école, tout ça, là, c'était en français. J'ai rédigé beaucoup de documents administratifs puisque mon travail exigeait que je fasse ça. Par exemple, dans les projets de musée où il y a une centaine de pages, dans le projet, par exemple, de rédaction de politique culturelle pour un ministre de la Culture, tu lis, moi j'ai lu, enfin, les auteurs qui écrivaient en français. J'avais beaucoup de difficultés à développer des concepts. En histoire de l'art et en muséologie, les concepts francophones, j'avais beaucoup de difficultés à les traduire, à les transmettre en créole. Sinon, c'est le même mot, mais créolisé. Donc, le concept restait le même. Donc, pour tous les projets que j'ai écrits, c'était en français. Donc, je me suis retrouvée dans un tourbillon administratif à écrire des projets, à écrire des politiques culturelles, à écrire des planifications stratégiques, des demandes de projets, des demandes de subventions, etc. Ce qui a fait que ce temps-là, que j'aurais pu utiliser pour moi, pour rédiger des textes un peu plus personnels, hein, je l'ai consacré à l'administration. Mes cours, ça, voilà, je les faisais en français aussi, puisque c'était obligatoire, pratiquement. De toutes les femmes de l'histoire d'Haïti, pourquoi avoir choisi Marie-Louise Christophe? Bon, il y a le hasard et il y a la nécessité. Le hasard, c'est ce que je disais tout à l'heure, que je suis tombée sur une reine, hein,
au moment de clore une exposition numismatique. Ça, c'est le hasard. La nécessité est une question de sororité, si je peux dire. OK? Parce qu'en me penchant sur l'histoire d'Haïti qu'on nous avait proposée comme matière d'enseignement depuis toute petite, jusqu'à ce qu'on ait fini le secondaire, et on pouvait compter sur les doigts d'une main, vraiment, les femmes qu'on citait. On citait seulement sans dire les actes qu'elles avaient accomplis dans notre histoire d'Haïti. Donc, il y a comme je parle de sororité, mais j'emploie ce terme avec beaucoup de prudence, parce que je ne veux pas me faire matraquer par les féministes purs et durs. Mais c'est vrai, il y a que le fait que je dis, bon, si on s'occupait, moi en tant que femme, je parle d'une femme, mais si on s'occupait, si plusieurs femmes, historiennes, etc., s'occupaient un peu plus des femmes dont on cite les noms, et qu'on essaie de comprendre leur parcours, leur vie à l'époque, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles n'ont pas fait, les rôles qu'on leur attribuait et les rôles qu'on leur enlevait, parce qu'il faut voir les deux côtés de la chose aussi. Si on s'occupait un peu plus de ces personnages-là, un jour peut-être, nous aurons un livre sur Marie-Claire Rose de 300-500 pages, un livre sur Sanité Belair de 500 pages, et les autres. Okay? Même celles qu'on fait passer pour folles, elles ont aussi une histoire. Défilé. Ouais. J'avais oublié son nom, mais je ne voulais pas dire défilé parce qu'elle a un nom. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis, quand j'ai commencé à lire sur Marie-Louise, j'ai vu que c'était un personnage intéressant pour son époque. Évidemment, si on reste collé à l'histoire des faits, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dans une présentation, mais elle n'a rien fait. Qu'est-ce qu'elle a fait dans l'histoire? Comme Marie-Claire Rose, je dis bon, oui, c'est-à-dire je peux répondre de différentes manières. On me parle de Marie-Claire Rose comme quelqu'un qui a fait des choses intéressantes et importantes dans notre histoire, mais personne n'a écrit sur elle. 1. 2, pourquoi parler des faits historiques seulement, tandis que la personne a eu une existence, où elle a accompagné un bonhomme dont on n'arrête pas de parler et qui lui-même a construit. On l'appelle le roi bâtisseur, on l'appelle comme on veut, le dictateur, n'importe quoi, mais qui a fait des choses extrêmement importantes dans notre histoire. Le simple fait d'accompagner depuis l'âge de 15 ans, parce qu'elle l'a épousé, elle avait 15 ans en 1793, le simple fait de l'accompagner pendant tout ce temps-là, jusqu'en 1820, où Henri s'est suicidé, mérite qu'on en parle. Et qu'on parle aussi des problèmes qu'elle a eus, non seulement dans le privé, donc dans sa vie familiale, mais aussi dans son parcours, parce qu'elle a eu un parcours, je dirais, tragique, si on parle du point de vue de la perte de ses enfants, surtout des garçons. Tragique. Aucune femme ne peut être insensible à ce genre de choses, surtout quand on est mère, même quand on n'est pas mère. Mère un peu à son travers eux. Donc, moi, j'ai été très sensibilisée à ce parcours. Et un parcours d'exilé. C'est-à-dire, elle s'est retrouvée à 40 ans à peine, en train de laisser tous ses privilèges, tout son monde, pour partir en exil. Donc, encore un point qui est venu me chercher. Parce que moi, je suis une exilée. Je ne peux pas retourner dans ce pays-là. J'ai essayé, pourtant, ça n'a pas marché. C'était la vie ou le retour ici. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser là. Qu'est-ce qui a fait de son exil
un mal à supporter ou un bien. Je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'exil, c'est bien pour eux. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a supporté cet exil jusqu'à la fin de sa vie, à 72 ans? Comment elle a vécu cet exil? D'abord, comme reine. Comment elle a vécu ses privilèges. Mais un privilège. Hein? Comment elle a traversé l'Atlantique. Hein? Moi, je dis dans le sens contraire, où sa mère est arrivée à Saint-Domingue. Si sa mère est arrivée à Saint-Domingue sur un négrier, mais elle est partie sur un navire anglais, hein? Missionary, qui est venu la chercher. Elle est arrivée en Angleterre, il y avait de l'argent qui l'attendait. Pas un peu d'argent, là, mais beaucoup d'argent. Elle a vécu en Angleterre chez les Clarkson, c'est pas peu dire, Thomas et Catherine Clarkson, en attendant qu'elle se loue une maison. Donc en Angleterre, elle est restée jusqu'en 1924 et puis elle a décidé qu'elle ne restait plus en Angleterre pour des raisons qu'elle a évoquées, qui sont des raisons de santé. Mais il y en a sûrement d'autres. Moi, je pense pertinemment, à travers toutes mes lectures, qu'il y a d'autres raisons. Maintenant, elle est descendue en Toscane. Enfin, elle est allée en Toscane. Je ne vais pas dire descendre parce que elle est allée en Toscane vivre, hein, avec le grand-duc et puis le pape. C'était ces deux piliers, hein, sur lesquels elle se reposait pour justement jouir de privilèges de nobles. Et puis elle monte là-bas. Le simple fait d'acheter, hein, une partie de la chapelle San Donino, il y a l'acte de vente chez les Capucins de Florence, qui est la maison mère que j'ai vue. Bon, malheureusement, je n'ai pas le droit de diffuser ces choses-là. Et parce qu'il faut payer, et puis bon, je sais pas. Le jour où on fera un musée sur Marie-Louise, on pourra les avoir, on pourra payer pour. On espère. Bon. Ce qui frappe avant tout dans ton livre, je dis aux internautes, entre parenthèses, que moi, j'ai mon livre. Ce qui frappe avant tout, c'est que tu as choisi de parler à la première personne du singulier. À un point tel que parfois, et les internautes en ont la preuve, j'ai tendance à t'appeler Marie-Louise. je l'ai fait tout à l'heure. Tu n'es pas la seule. Il y a un professeur d'université de Yale qui a écrit un article et en citant la référence, elle a mis Marie-Louise Vendries. Alors j'ai dû envoyer un petit mot pour dire corrigez s'il vous plaît. Non. Ensuite, de la première personne, bon, il y a des gens qui critiquent. J'ai reçu beaucoup de critiques négatives aussi. Hein. Il ne faut pas croire que toutes les critiques sont positives. Une des critiques négatives que j'ai eues, c'est que le livre était à la première personne. J'ai fait une première version du livre, pas tout le livre, là, premier jet du livre comme une biographie. Et je l'ai trouvé, cette version-là, je l'ai trouvée sèche. Pour la simple et bonne raison que je ne pouvais pas faire passer les sentiments de Marie-Louise, d'une mère qui perd ses enfants dedans. Comment puis-je parler de Marie-Louise, hein, le 8 octobre 1820, dans la nuit du 8 octobre 1820, qui apporte le cadavre de son mari à la citadelle, sèchement? Je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Donc, la biographie a été exclue parce que la biographie était sèche. Elle est factuelle. Hein? Elle se réfère à un parcours qu'on propose au lecteur de refaire dans le passé. Moi, je n'ai pas aimé, je n'ai pas senti que c'était mon livre. Ça. Le deuxième choix, parce que ça, la première personne, c'est le troisième choix. Le deuxième choix était sous une forme épistolaire. Mais je me suis retrouvée avec certains anachronismes. Parce qu'elle écrivait à son mari, mais de manière rétrospective, et puis ça a été très difficile pour moi d'avancer. Et j'ai eu quelques petits anachronismes, et puis je me suis dit, c'est peut-être difficile de faire ça comme ça. Et j'ai dit, comme elle avait une voix, hein, VOIX, et qu'elle parlait dans toutes les réceptions, dans toutes les rencontres
excepté le jeudi, où c'était un jour de cercle à la cour. Elle ne parlait pas. Elle avait sa dame d'honneur, hein, parce que le jeudi, jour de cercle, pratiquement tout le monde qui sollicitait d'être reçu pouvait être reçu. Donc, elle ne parlait pas à tout le monde. Hein. La dame d'honneur prenait les questions ou les sollicitations, je ne sais plus quoi, transmettait ça à Marie-Louise, à l'oreille, tout bas. Marie-Louise transmettait la réponse à la dame d'honneur qui allait répondre à l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Mais dans toutes les réceptions, dans tous les, je ne sais pas, dîners, tous les galas, les gens lui adressaient la parole. Madame, reine, hein, notre reine, etc., avec des éloges, mais des éloges extraordinaires. On peut lire le conte de Rosier, par exemple. Hein? Même les opéras qu'il préparait pour Marie-Louise avec grand pompe, là, il s'adressait à Marie-Louise, des poèmes, etc. Et Marie-Louise répondait officiellement. Donc, là, dans les gazettes royales, dans les gazettes royales surtout, et certains almanachs, on a les réponses qu'elle faisait aux gens qui lui adressaient la parole. D'accord? Donc, Marie-Louise avait une voix. Je dis, mais pourquoi pas associer ce côté littéraire personnel de Marie-Louise à une réalité factuelle, si je peux dire, hein, qui se réfère à l'histoire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la première personne. Et puis, le jeu, pour moi, pouvait me permettre à Marie-Louise, parce qu'il y a une confusion, évidemment, entre la personne qui écrit et la personne que je fais parler à la première personne. Des fois, je me prenais pour elle. Hein. Et on le sent à travers le livre. Oui, je me prenais pour elle. Donc, je pouvais dire, par exemple, à la mort de Ferdinand, ce qu'une mère peut ressentir à la mort de son enfant. Et j'ai parlé. Et c'est pas exagéré. Mais tous les faits historiques sont réels. Si on me demande en 1805, il est mort à Paris, ce Ferdinand-là, fils aîné de Marie-Louise, c'est oui. Si on me dit que Marie-Louise est allée incognito à Paris avec l'aide de Vincent, du colonel Vincent, de Thomas Clarkson, qui avait écrit à la Société d'aide, c'est oui. Si on me dit, par exemple, à la mort de la deuxième fille, hein, à Stresa, où Marie-Louise allait régulièrement chez Madame Bolongaro en promenade, mais en même temps rencontrer des gens, les noms sont là. Et c'est des faits réels. Donc, j'ai lu récemment un livre qui s'appelle Le troisième continent ou le roman du réel. Et mon livre tombe parfaitement bien dans cette définition que Yvan Jablonka, qui est l'auteur du livre, donne du roman du réel. Et bon, comme j'ai donné le nom et le titre, là, les gens peuvent le chercher, c'est aux éditions du Seuil et c'est paru en février 2024. La réalité peut être littéraire. Et je pense qu'elle est encore plus intéressante à lire que si elle est littéraire. Donc, si Marie-Louise est allée se faire amputer du pied gauche et a guéri et a vécu 10 ans de plus, il y a une réalité là qui est le fait qu'elle était handicapée. Mais une handicapée a la parole, elle a des sentiments, elle a les ressentis. Et là, on peut dire que bon, c'est le littéraire qui rentre. Mais les faits sont là. Oui, tu parles des faits, mais tout en lisant le livre, je me suis demandé quelle part de vérité et quelle part de fiction il y avait là-dedans. Par exemple, j'ai noté les pages. Bon, je n'ai pas fatigué les internautes avec les numéros de pages, mais oui. Disons quand même, à la page 15, tu parles du corps encore tiède du roi, quand elle a été trouvé le cadavre. OK? Donc, fait le corps du roi. À la page 17, il paraît qu'un jeune soldat de l'Ouest
faisant trotter son cheval devant les grilles du palais sans souci saccagé, aurait pu traîner une couronne dans la poussière. À la page 23, tu parles de la présence de Sabine Zéphirin et aussi de Soliman qui était sur le bateau avec elle. Ensuite, tu parles de Julien Prévost, de Charles Pierre. Et quelque chose qui m'a amusé, c'est quand elles sont arrivées en Angleterre, tu parles de l'attitude de Sutherland, qui avait des visites rapprochées, était devenue trop fréquente et qu'il avait de plus commencé à s'immiscer dans nos affaires privées, dis-tu. Oui. Ensuite, tu parles, elle dit, un petit peu plus loin, tu dis, dans mon sommeil, j'ai vu Ferdinand vêtu de haillons, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Quelle part de vérité il y a là-dedans et quelle part de fiction il y a là-dedans? Tout est basé sur les documents historiques que j'ai consultés, excepté pour Ferdinand. Parce que pour Ferdinand, étant donné que c'était sa grosse peine, qu'elle ne pouvait même pas exprimer devant le roi, vraiment, ou devant la cour, tout simplement, cette phrase-là, c'est moi qui l'ai dite. Mais tout le reste, Sabine Zéphirin, Soliman, les Clarkson, ses rapports avec certains abolitionnistes et les poètes du lac, tout ça, c'est des documents historiques ou des écrits d'historiens, donc des documents de seconde main, que j'ai utilisés pour écrire cela. Ce qui est rêver Ferdinand, c'est une manière de dire que Marie-Louise n'avait jamais oublié son fils. Ça, c'est pas un fait historique. Ça, c'est littéraire. Mais tous les autres, tout ce que tu as cité là, Florence, tout. Si je faisais une biographie, je t'aurais donné les références. Vous avez toujours rêvé d'apprendre à lire la musique? Je suis Lucie Maillère, chanteuse d'opéra et enseignante de musique. Si ça vous chante, inscrivez-vous, c'est par ici. Le temps nous fait défaut, malheureusement, et nous sommes obligés d'arrêter ici notre émission d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la vie de la reine Marie-Louise Christophe, présentée par Marie-Lucie Vendris. Et grâce à Marie-Lucie Vendris, vous découvrirez des faits étonnants relatifs à la vie de la reine. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.